Bonjour tout le monde. Avant de plonger dans l'épisode du jour, petite mise en contexte. Jonathan prenait le micro récemment au podcast Hypercroissance pour parler d'intelligence artificielle. Et on pense sincèrement que cette discussion a le potentiel de vous apporter beaucoup de valeur. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Hypercroissance, c'est animé par Antoine chez J7 Media et le podcast aborde sans filtre les défis, les victoires de l'hypercroissance en entreprise. Bonne écoute. Je ne serais pas surpris que d'ici 12 à 24 mois, il y ait vraiment un changement de paradigme qui se met en place parce que j'invite les gens qui nous écoutent à aller tester Gemini 3. Et il y a des excellentes chances que vous fassiez un switch. Moi, je pense que ce n'est que le début et qu'on va peut-être, je force le trait ici, mais peut-être vivre un genre de MySpace Facebook dans les prochaines années concernant l'intelligence artificielle. Maintenant, la réalisation que j'ai faite dans les derniers jours, puis peut-être Antoine, tu l'avais déjà fait, c'est que Google est le seul dans tous les grands de la tech qui est complètement intégré verticalement, du bas complètement de la chaîne jusqu'à la fin complètement dans nos mains. Donc, on est de retour sur le podcast Hypercroissance en mode discussion d'affaires et Jonathan et moi, on sort d'une chicane assez impressionnante. On discute de son challenge qui est assez exceptionnel. On enregistre le 25 novembre 2025 et Jonathan, tu es à ton deuxième jour de challenge et là, tu me dis que tu as quoi? 700, 800 personnes dans le groupe? Comment ça se met en place tout ça? Absolument. On vient de terminer la journée 2. Encore un petit peu sur l'adrénaline, la fébrilité. C'est vraiment, vraiment le fun de voir autant de gens qui s'intéressent au sujet de l'intelligence artificielle. Et on approche les 800 inscriptions sur le challenge. Généralement, on se dit à peu près la moitié va être là en présentiel. Il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit qui n'étaient pas disponibles à l'heure à laquelle on le fait et qui veulent le réécouter en rediffusion. Donc, effectivement, ce matin, on était encore 400 quelques personnes, quasiment 450, 460 personnes en réel avec nous de 8h30 à 9h30. Et on a le groupe Facebook privé où les vidéos sont disponibles en rediffusion. On approche, je pense, le 350 ou 400 personnes dans la communauté privée derrière tout ça. La raison du débat avant l'enregistrement de cet épisode de podcast, c'est pour moi, c'est le premier challenge qu'on fait. Donc, le premier, on était 100, l'autre, on était 200-300, là, on monte à 6, 7, 800. Pour moi, c'est juste une croissance organique. Et là, Antoine me chicanait pour me dire, Jonathan, c'est pas normal. Il se passe quelque chose de vraiment exceptionnel. Là. Donc, je suis curieux, Antoine, de t'entendre parler là-dessus. Hein. Donc, si on remet les faits comme ils se doivent d'être dits, tu as ce 700-800 personnes présentes sans quasiment $1 en publicité ou quelques centaines de dollars en publicité, Jonathan, si je ne me trompe pas? Ben, l'équipe marketing a fait un petit peu de publicité pour cet épisode-là, ce challenge-là. Les autres d'avant, il n'y en avait pas. Donc, c'est la première fois qu'il y a un peu de force marketing qui était mis, mais c'était, je pense, minime de ce qui a été fait jusqu'à date. Est-ce que c'est en bas de 5 000 $? Est-ce que c'est en bas de 4 000 $? Oui, je pense que c'est en bas de 5 000, effectivement. Bon. Donc, ce que j'expliquais à Jonathan, puis je pense que c'est là que ça peut être bénéfique pour l'audience qui nous écoute aujourd'hui, parce qu'on en a parlé plusieurs fois des challenges comme une mécanique qui peut être intéressante à mettre en place dans son entreprise pour commercialiser des produits, des services, c'est qu'avoir autant de personnes présentes en temps réel pour un événement de la sorte, sans avoir ou quasiment sans avoir investi $1 en marketing, c'est tout à fait exceptionnel. Ça démontre deux choses. Un, que le challenge est exceptionnel dans son contenu et deux, que le sujet est chaud et d'actualité. Et je pense que c'est peut-être un mix des deux qui se met en place. Ici, vous parlez d'intelligence artificielle, ça intéresse tout le monde. Ça fait la une des nouvelles continuellement. Et de notre côté, te connaissant, vous êtes assez bien préparé dans ce que vous faites. Et donc, j'ai challengé Jonathan, j'ai dit, fantastique, tu as 450, 500 personnes devant toi. Quelle est ton offre? Quelle est ton offre? Et bon, là, c'est là qu'on est rentré dans des discussions que je pense qu'il y a une offre, mais qu'il n'y a peut-être pas d'offre de prévue. Et mon point était, avoir autant de gens intéressés. Vous avez quelque chose sous la main, messieurs, chez OpenMind qui nous écoutent, les directeurs marketing chez OpenMind, allez cogner à la porte de Jonathan, bâtissez une offre, faites quelque chose. C'est trop beau. Il y a de l'argent que vous laissez sur la table en ce moment. Ça n'a aucun sens. Bien, il y a une offre à la fin qui est notre offre de service habituelle, qui est d'accompagner les entreprises pour
découvrir où sont les potentiels d'automatisation numérique par l'IA. Mais on ne se cachera pas, ce genre d'exercice-là, pour bien le faire, ça prend quand même beaucoup de temps de notre équipe, de nos spécialistes. Donc, c'est une offre qui a quand même une valeur assez élevée qu'on amène au marché. Et là, ce qu'Antoine nous challengeait, c'est est-ce qu'il y aurait moyen d'apporter une petite offre peut-être à 500 ou à 1000 dollars pour créer un entre-deux entre le vrai package, le vrai roadmap qu'on fait avec les gens. Et c'est une bonne discussion parce que un entre-deux, est-ce que ça va bien nous amener les gens qu'on veut avoir à la table? Antoine semble être convaincu qu'il y a probablement moyen de créer un bon funnel à travers tout ça. Est-ce qu'en même temps, c'est collé à notre offre de service de créer l'entre-deux? C'est un questionnement que moi je me pose. On brainstorm à voix haute présentement. On n'est pas des spécialistes de former les gens dans les outils d'IA existants. On en montre beaucoup de cas dans la cohorte pour montrer aux gens à quel point les cerveaux numériques derrière ces outils-là sont rendus à un niveau assez impressionnant et qu'on peut reprendre ça et l'utiliser dans des processus d'affaires et d'infuser de l'IA dans les processus d'affaires en dehors des ChatGPT de ce monde. Donc, ma première pensée, il reste, si on fait une offre intermédiaire à 500 ou à 1000 dollars, il faudrait rester dans les outils existants, ce qui n'est pas nécessairement notre tasse de thé habituelle et notre grande force. On montre beaucoup de cas comment nous, on les utilise chez OpenMind, ces outils-là, mais de devenir un formateur en tant que tel sur ces outils-là, c'est un terrain qui est à réfléchir, qui est, je pense, au premier coup d'œil glissant, à voir comment on pourrait peut-être tourner ça d'une autre manière et de la rapprocher plus vraiment de notre automatisation pure et dure qu'on fait avec nos clients, là. C'est sûr et certain qu'un propriétaire d'entreprise va toujours mieux connaître son entreprise que des Joe connaissants de l'externe qui pensent savoir qu'est-ce qui est le mieux pour une organisation. Et je suis ce fameux Joe connaissant en ce moment. Je pense que le point que je vais amener, et ça peut être bénéfique pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que avoir autant de personnes prêtes à vous écouter devant vous témoigne de quelque chose dans le marché qui est en train de se dérouler. Et ça, c'est pas tous les jours que ça arrive. C'est pas tous les jours que tu peux avoir le bon message. C'est pas tous les jours que tu peux avoir l'attention des gens. Et quand tu as l'attention, si tu es capable de le monétiser de la meilleure des manières possibles, c'est comme ça que tu vas être capable de croître encore plus. Donc, mon réflexe d'entrepreneur qui a fait beaucoup de challenges dans le passé et que ça a fonctionné très souvent chez G7 et sur d'autres clients, c'est de travailler un petit peu sur ce que Jonathan dit, sur une dynamique d'offre hybride. Donc, si vous faites un challenge demain matin et que vous avez 500 personnes devant vous et qu'ultimement, votre objectif, c'est de vendre une offre à peut-être 20, 50, 200 000 $, bref, une offre de service, comme qu'on peut le voir dans la prestation de service habituelle, est-ce qu'il n'y aurait pas un entre-deux qui pourrait pousser le consommateur à en apprendre encore plus sur vous, à en apprendre encore plus sur le produit ou le service que vous allez mettre de l'avant avant qu'il fasse un anneau de mariage avec vous? Ce qui est littéralement le cas quand vous faites une prestation de service à plusieurs centaines de milliers de dollars. C'est un contrat de mariage. Et très souvent, un challenge, on pourrait dire, c'est aller prendre un café. Ben, peut-être qu'on peut amener ces fameux clients-là dans le challenge à un premier souper et tranquillement, par la suite, les amener à un mariage. Et souvent, quand on fait cette approche-là, ce qui est intéressant, dans votre cas ici, je pense que ça s'applique moins parce que vous n'avez pas investi en publicité ici, Jonathan, c'est que quand tu es capable de bâtir cette offre hybride qui se paye directement, donc l'argent revient automatiquement dans tes poches, tu es capable de liquider ton coût publicitaire. On en avait parlé il y a quelques mois sur le podcast, quelques semaines. Donc, si dans une vision hypothétique du futur, vous investissez en peu parce que vous voulez encore plus de gens, chose que vous devriez faire si vous avez autant de traction, ça risque de juste accélérer le tout, eh bien, tu es capable de liquider un peu ce coût publicitaire avec cette offre hybride et cette offre hybride permet à tes clients d'apprendre à mieux te connaître avant peut-être d'aller prendre l'offre principale derrière. Bref, c'est une réflexion, c'est une discussion et ça a même été une chicane hors d'onde, mais ça vaut la peine d'être discuté parce que peut-être qu'on est tous en train de penser, de uniquement avoir un seul type d'offre de service dans ce qu'on fait. Il peut y en avoir d'autres qui peuvent grandement nous aider dans notre mécanique de commercialisation. Ben, tu vois, je regarde beaucoup le marché et j'essaie de comprendre où ça va s'en aller par rapport à l'intelligence artificielle pour nous en tant que gens qui font de l'automatisation numérique. Et on voit un paquet de nouvelles offres qui pourraient être apportées au marché. Puis je vais en donner un exemple. On est en train de tester beaucoup d'outils pour rendre nos développeurs, nos chargés de projet, nos product owners plus efficaces grâce à l'intelligence artificielle. Donc, c'est dans l'outillage, comment réussir à livrer mieux, livrer plus rapidement. Et là, on voit que des gens qui ont leur propre équipe de développeurs à l'interne disent, OK, est-ce que vous pouvez nous former pour que nous, on utilise les bons outils pour aller plus vite? Donc là, je lance ça aux gens qui nous écoutent. Si vous avez des équipes et que ça vous parle, faites-moi signe. C'est peut-être le genre de choses qu'on pourrait éventuellement faire parce que nous-mêmes, on s'auto-forme à l'interne. On a des gens qui vont tester un paquet d'outils. On a des formations pratiquement chaque semaine qu'on va redistribuer à l'ensemble de l'équipe pour dire voici tel outil, ce que ça donne. Mais il y en a des gens que ça leur parle. Ça pourrait être le genre de service intermédiaire qui pourrait être pertinent pour accompagner les entreprises à aller au prochain niveau, là. Et bon, si on parle d'intelligence artificielle, Jonathan, tu avais dit quelque chose sur le podcast il y a environ 1 an.
Est-ce que c'est la fin de Google? Est-ce que Google est en train de se faire battre par OpenAI? Et là, pendant qu'on parlait de ça, eh bien, j'ai l'impression qu'il y a eu quelques personnes chez Google, et Sergey Brin de ce monde, qui est le fondateur de l'organisation, qui est revenu 70 heures par semaine à travailler. Et là, tous ces grands joueurs-là se sont mis ensemble et se sont dit, on ne va pas se laisser abattre par une start-up qui n'a aucun revenu. Et ils ont préparé tranquillement le tsunami qu'on est en train de voir depuis quelques jours maintenant. Qu'as-tu pensé de Gemini 3? Qu'as-tu pensé des nouveautés de Google? Je serais curieux de t'entendre ici si ce que tu me disais il y a un an, comme quoi que c'était la fin de Google, c'est encore vrai aujourd'hui? Ben, c'est vraiment intéressant, Antoine, comme discussion. Effectivement, il y a un an, on dit, d'après moi, Google, c'est la fin parce que la majorité de leurs revenus proviennent encore aujourd'hui de publicité au niveau des résultats de recherche. Donc, le revenu principal de Google est menacé et est encore menacé devant nous. Maintenant, la réalisation que j'ai faite dans les derniers jours, puis peut-être Antoine, tu l'avais déjà fait, c'est que Google est le seul dans tous les grands de la tech qui est complètement intégré verticalement du bas complètement de la chaîne jusqu'à la fin complètement dans nos mains. Et je m'explique. OpenAI, présentement, détient le cerveau numérique, le modèle. Donc, ce qui fait tourner un petit peu l'intelligence artificielle, du moins le cerveau de l'intelligence artificielle. Mais OpenAI ne détient pas beaucoup d'autres choses autour. Si on regarde Google, et là, on va pouvoir le comparer à Microsoft, à Amazon et à Apple, et c'est là que ça devient super intéressant. Google, à la base, détient les centres de données. Donc, avec Google Cloud, ils ont leur propre infrastructure qu'ils peuvent déployer rapidement. Ils ont lancé le mot il y a plusieurs années à l'interne qu'ils voulaient absolument être AI first dans le stack au complet vertical. Donc, Google est pratiquement le seul qui n'est pas dépendant de NVIDIA. NVIDIA, qui, je pense, est le talon d'Achille présentement de tout le monde dans l'écosystème financier et tech. NVIDIA détient les microprocesseurs, les GPUs, qui sont requis pour faire tourner les cerveaux numériques, que ce soit celui d'OpenAI, que ce soit celui de Google et compagnie. Du côté de Google, Pas de Google. ils ont Pas de Google. développé... Exactement. Du côté de Google, par contre, ils ont développé leur propre équivalent de GPUs, ce qu'ils appellent des TPU, des TPUs. Donc, ils ne sont pas dépendants pour faire tourner leur cerveau numérique Gemini de l'équipement d'un autre fabricant. Donc, ils ont le cloud eux-mêmes, leur propre infrastructure. Ils ont leur propre matériel pour réussir à faire rouler cette puissance de calcul-là dans leur infrastructure. Ils ont le cerveau numérique qui est Gemini et compagnie. Ils ont également les canaux de distribution pour se rendre jusqu'à nos mains. Donc, Chrome, qui est le navigateur, et également le système d'exploitation Android au niveau des systèmes mobiles. Gmail. Google Google également Enterprise. aussi. Exactement. Donc, toute la chaîne au niveau de l'équivalent d'Office avec Google, le Google Spreadsheet, le Google, l'équivalent de Word. Donc, Google est le seul dans l'entièreté verticale où ils sont indépendants de A à Z. Si on compare, par exemple, avec Microsoft, qui est peut-être celui qui est le plus proche de cette verticalité-là, il n'a pas son propre cerveau numérique, du moins d'un cerveau numérique qui est aussi fort que Gemini de Google ou GPT, par exemple, 5.1 d'OpenAI. Donc, Microsoft est taxé sur la couche des cerveaux numériques. OpenAI n'a pas sa propre infrastructure, n'a pas son propre matériel pour faire rouler sa puissance de calcul. Il commence à essayer d'investir avec Broadcom, mais ils sont loin en arrière et ils ne détiennent pas la livraison finale outre ChatGPT dans les mains des usagers. Apple, très loin derrière. Amazon, très loin derrière. Donc, Google est littéralement le seul qu'ils ont donné un mot d'ordre il y a plusieurs années de ça, il y a pratiquement 7 à 8 ans, à cause de DeepMind, de créer une verticalité complète dans l'équation. Et ça, j'ai vraiment hâte de voir comment ça va leur payer en avant nous. Je pense que ça va être très positif. Comme à l'inverse, Antoine, ça pourrait être très négatif. Et là, je te lance une balle curve et je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus. Je vais faire un parallèle au domaine de l'auto. Quand GM a commencé à acheter plein de marques, Buick, Cadillac, Saturn et compagnie, ils sont devenus le généraliste complètement intégré dans l'ensemble de l'écosystème potentiel de l'automobile et sont devenus tellement généralistes dans tout qu'ils sont devenus bons dans pas beaucoup de choses au final. Et ça a été vraiment le talon d'Achille quand il y a eu la crise économique, entre autres en 2008. Est-ce que Google, ça va faire leur force qui soit verticalisée au complet de A à Z ou éventuellement il va y avoir un niveau dans cette verticalisation-là qui va être un talon d'Achille pour eux? Je pense que ça risque d'être positif, mais il y a quand même ce danger-là. Je serais curieux de t'entendre là-dessus, Antoine. Est-ce que tu penses que ça va être beaucoup plus positif ou ils risquent eux-mêmes de trébucher
de par leur plan de match dans un avenir approché. On fait une petite pause sur le podcast en cours parce que je veux vous parler d'une entreprise que j'aime tant et cette entreprise se nomme Hello Darwin. Hello Darwin, d'ailleurs, si vous ne le savez pas, c'est une organisation qui vous aide à aller trouver les subventions dont vous avez le droit et Hello Darwin est également un partenaire du podcast Hypercroissance. Parlant de subventions, il y en a une que je veux vous parler aujourd'hui. Je veux vous parler du programme de soutien à la commercialisation et à l'exportation qui d'ailleurs est une initiative d'Investissement Québec. Et là, récemment, il y avait une partie de l'équipe d'Hello Darwin qui était présente lors d'une allocation exclusive de la ministre de l'Économie du Québec, Christine Fréchette, et elle a annoncé que le programme, très, très prisé, allait réouvrir au courant de l'été. Et c'est un programme qui vous aide à commercialiser vos produits et services au Québec, mais également par la suite à exporter vos produits à l'international. D'ailleurs, avec ce programme-là, dans le passé, on pouvait avoir des subventions qui allaient jusqu'à 250 000 $. Mais attention, sachant que c'est un programme qui est très, très, très en demande et que des places limitées, je vous invite à rapidement aller remplir un formulaire sur le site web de l'équipe de Hello Darwin pour être dans les premiers à y avoir accès avant que le programme soit plein. Donc, si ça vous intéresse, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Je le répète, go.hellodarwin.com/hypercroissance. Il y aura un lien dans les notes de l'épisode. Ça va vous donner la chance d'être dans les premiers à avoir accès à cette subvention et également d'avoir un 10 % de rabais quand vous allez travailler avec l'équipe de Hello Darwin. Ils vont tout faire pour vous. Ils vont faire le travail pour trouver la subvention, faire le travail pour trouver l'argent pour vous et faire en sorte par la suite que vous pouvez vous concentrer à une chose, faire croître votre entreprise. De retour à l'épisode en cours. Si on revient à ce que tu as dit il y a un an et ce que tu as parlé un peu au départ, comme quoi que ça peut être la fin de Google, je pense qu'il y a du vrai là-dedans, mais il faut le distinguer et le segmenter. Je pense que si on revient il y a un an de cela maintenant ou 2 ans de cela maintenant et qu'on analyse aujourd'hui ce qui s'est déroulé, ça a été la fin d'une chose, ça a été la fin de la recherche d'informations, ou plutôt la réponse d'une recherche d'informations avec 10 liens qu'on reçoit, qui était essentiellement comment on a fonctionné pendant environ 20 ans. C'est-à-dire, on fait une recherche, on se fait donner 10 liens et ultimement, nous, on prend une décision en visitant les différents sites Internet, donc ce qui prend beaucoup plus de temps. Ça, on peut le dire, 2 ans, 3 ans plus tard, c'est la fin de ça parce que on utilise des outils comme ChatGPT, on utilise des outils comme la barre de recherche maintenant de Google qui est capable de nous résumer très rapidement la réponse qu'on cherche. Donc, ici, ça a été vrai. Je pense que l'endroit qui a été une erreur pour beaucoup de gens, c'est de penser que Google, à la fin de la journée, un peu comme Meta, était limité par son modèle de revenus relié à la publicité. Et je pense que si tu avais les mêmes entreprises aujourd'hui, mais que c'est Meta qui, d'une certaine façon, était en danger au niveau de son modèle d'affaires à cause qu'un ChatGPT Meta venait en place et lui prenait toute la consommation de contenu, je pense qu'ici, on pourrait vraiment se poser des questions parce que Meta n'a aucun autre modèle d'affaires. Il n'est pas dans l'entreprise, n'a pas de service cloud, n'a pas d'autres types de plateformes comme YouTube pour être en plan B, n'a pas de système d'exploitation à la Android. Bref, ils sont limités à une seule ligne d'affaires malgré qu'ils essayent continuellement d'en créer des nouvelles. Peut-être à un certain point, ça doit fonctionner. Et je pense que beaucoup de gens, on en a parlé même sur le podcast, ont eu une vision très, très limitée de qu'est-ce qui était Google et qu'on pensait que Google, essentiellement, ce n'était qu'un modèle d'affaires relié sur de la publicité. C'en est un grand et même le majeur. Sauf qu'ils possèdent tellement d'autres lignes de service qu'ils sont capables, et ils ont été capables de le démontrer dans les dernières années, qu'ils pouvaient bâtir quelque chose d'excessivement puissant pendant que d'autres étaient en train de peut-être se montrer le bout du nez. Donc ça, je pense que c'est juste important de revenir à cette analyse-là et cette compréhension de ce qui s'est déroulé. Maintenant, ta question, est-ce que Google est en danger parce qu'il pourrait devenir généraliste de plein de produits? La grosse distinction ici, c'est que tous les produits ou la majeure partie des produits de Google sont excellents. Il y a très, très peu de produits en ce moment de chez Google qu'on peut dire qu'ils ne sont pas bons. Si on pense à leur système cloud, un des systèmes en plus forte croissance année après année, en plus forte croissance que Amazon au moment où on se parle. Gmail, utilisé par monsieur et madame tout le monde sur l'entièreté quasiment de la planète Terre. C'est un des systèmes, voire le système de email numéro 1 qui est utilisé. YouTube, on n'en parle même pas. Le volet publicitaire de Google, peu importe ce qu'on dira, ils viennent de sortir leurs états financiers du dernier trimestre, est en croissance comme jamais. Et pendant ce temps-là, ils sont capables d'accélérer à une vitesse grandiose au niveau de l'intelligence artificielle. Et je pense qu'il y a un point aussi que tu as oublié de mentionner, Jonathan. Tu as dit qu'il y avait de la distribution, qu'il y avait les cerveaux numériques, qu'il y avait le modèle intégré, effectivement, avec le TPU, qui est un excellent point ici. Donc, ils sont capables d'être indépendants sur leur création, littéralement,
de l'intelligence artificielle comparativement aux autres joueurs qui sont obligés de faire des ententes un petit peu complexes avec les différents joueurs sur le marché. Mais qu'est-ce qu'ils ont également? Ils ont de l'argent. Et ça, c'est important de le redire aux gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que le joueur contre qui il joue présentement lève des rondes de financement dans une optique de peut-être faire de la profitabilité en 2030. Et on va le ramener, on en a parlé sur le podcast récemment. OpenAI a une vision de faire à peu près 20 milliards de revenus, je pense, pour l'année prochaine. Mais ils ont fait des contrats allant jusqu'à 1 trilliard de dollars avec des joueurs cloud pour les 3 à 4 prochaines années. Donc, juste pour remettre ça en perspective, imaginez le volume de revenus qu'ils doivent atteindre pour ultimement simplement être à l'équilibre. Pendant ce temps-là, Google imprime au-dessus de 100 milliards de bénéfices nets à l'année. Donc, c'est ça aussi qui est un autre point important, c'est qu'eux peuvent continuer, ils peuvent même continuer lentement. C'est-à-dire, ils peuvent continuer à innover à une bonne vitesse, mais juste rester stable et continuer à générer de l'argent et ils vont toujours avoir une longueur d'avance. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on risque. Bon, je pense qu'OpenAI est une entreprise qui est totalement exceptionnelle et je parle d'OpenAI, il y en a d'autres sur le marché, mais on parle souvent d'eux. Donc, je pense qu'OpenAI est une entreprise exceptionnelle, mais j'ai l'impression que ce qu'on dit depuis un bon bout de temps, qui est de se dire, mais comment ils font pour être encore numéro 1? Mais comment ils font pour être encore numéro 1 quand il y a ces autres gros joueurs-là qui jouent? Je ne serais pas surpris que d'ici 12 à 24 mois, il y ait vraiment un changement de paradigme qui se met en place parce que j'invite les gens qui nous écoutent à aller tester Gemini 3. Et il y a des excellentes chances que vous fassiez un switch parce que c'est un modèle totalement intégré. C'est un modèle qui est considérablement plus rapide. C'est un modèle qui est très orienté sur l'agentique, donc tu peux donner des tâches spécifiques à faire au modèle et qui va être capable de les compléter par lui-même sans des gros systèmes externes qui vont t'obliger à bâtir des agents. C'est ce que beaucoup de gens disent, ce que OpenAI aurait aimé que soit ChatGPT 5. Et des organisations comme moi, qui est sur la suite Google depuis très longtemps, risque tranquillement de basculer ses équipes vers ces plateformes d'intelligence artificielle. Et même Mark Benioff, CEO de Salesforce, a fait un tweet qui est devenu viral et il l'a dit dimanche dernier, donc on devait être le 22 ou 23 novembre. Wow, je viens de tester Gemini 3. Hey, on parle du CEO de Salesforce, entreprise publique, une capitalisation boursière à près de 500 milliards de dollars. Je viens de tester Gemini 3 et je ne retournerai plus jamais à ChatGPT. Ça en dit long. Il y a eu beaucoup de félicitations également dans le milieu, comme quoi que le modèle est exceptionnel. Donc, moi, je pense que ce n'est que le début et qu'on va peut-être, je force le trait ici, mais peut-être vivre un genre de MySpace Facebook dans les prochaines années concernant l'intelligence artificielle. Je rebondis sur ce que tu parles au niveau de la profitabilité de Google versus OpenAI. OpenAI brûle probablement plusieurs centaines de millions par jour. On va donner un chiffre, mettons 500 millions par jour. De l'autre côté, si on regarde Google, il génère par jour en dollars canadiens pratiquement 500 millions de dollars de flux de trésorerie par jour disponibles à réinjecter. 15 milliards par mois. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, la capacité financière qu'ils peuvent redéployer. Donc, effectivement, donc, tu peux ça être ne donne pas patient. grand marge de manœuvre. Ouais. Tu peux être patient, tu peux vivre ton 2022-2024 pendant que tout le monde panique et dit que tu vas mourir. Tu peux jouer ces 2 années-là pour bâtir un modèle ultra performant, encore meilleur que ce que les autres font. Et tu peux même le sortir en 2,25, en 2,26, en 2,27. Et pendant ces années-là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas encore sortir 100 milliards de dollars de bénéfices nets à l'année. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment l'impression que si tu le regardes avec un œil externe, un regard externe, n'importe qui comprend sensiblement ce milieu-là, le modèle d'affaires, et les gens qui ont chez Google. Rappelons-nous d'une chose, ils ont été les premiers à faire une acquisition dans le domaine de l'intelligence artificielle en achetant DeepMind en 2015 ou 2014, si ma mémoire est bonne, qui était littéralement 90% des forces d'intelligence artificielle sur la planète Terre à l'époque. Donc, ils jouent le marathon depuis très longtemps. La seule chose qu'ils ont été moins bons, c'est d'avoir une stratégie de commercialisation avant les autres parce qu'ils étaient sous plein de régulations. Donc, j'ai l'impression qu'on risque de commencer à avoir un paradigme se changer au niveau de la prochaine année. Pas que OpenAI est pas bon, mais je pense qu'on le dit plusieurs fois sur le podcast, c'était quasiment ahurissant de voir qu'ils étaient encore le numéro 1 après 3-4 ans. Et là, peut-être que ça va s'inverser dans les prochains mois. Et je termine avec 2-3 bullet points au niveau de Gemini 3, comment moi je l'ai vécu dans les dernières journées. En l'essayant beaucoup, j'ai l'impression de retourner un petit peu comme dans le moment effet wow que j'ai eu dans le temps avec ChatGPT. Donc, très rapide à répondre, très réfléchi dans sa réponse. Maintenant, le 5.1 de OpenAI ChatGPT n'est pas très loin, un petit peu plus lent, je vous dirais. Gemini 3, beaucoup plus fort au niveau de la génération d'images puis de résoudre les problèmes dans la génération d'images. Par contre, de l'autre côté, très, très, très mauvais dans discuter avec lui en temps réel. C'est très chaotique. Ouais. Donc,
GPT 5.1 est encore de loin en avant comme compagnon dans mon véhicule pour discuter puis brainstormer. Donc voilà au niveau ma perception de Gemini 3 à l'heure actuelle. Ils ne m'ont pas convaincu de transférer complètement, mais il y a quelques petites fonctionnalités que je vais aller utiliser devant nous. À suivre. Effectivement. Jonathan, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.